Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, le chemin de la renaissance africaine. Quel est-il? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique, pour l'Afrique. Parce qu'ils sont nombreux qui parlent de nous, mais contre nous. Et aujourd'hui, l'Afrique, on a marre. Et nous prenons nous-mêmes notre destin à bras le corps afin que nous puissions donc comme ça là redire l'histoire. Et vous savez très bien, mesdames et messieurs, que le thème d'aujourd'hui est tant attendu parce que nous l'avions demandé. Nous avions demandé dernièrement, poser la question à Dieudonné Antoine Gonga. Quand il était venu ici parler d'autre chose, nous lui avions demandé est-ce qu'il pouvait accepter de venir nous parler du président Fulbert Youlou. D'où le thème de cette émission, l'étrange destin du président Fulbert Youlou. D'où vient-il comme ça, mesdames et messieurs, que la jeunesse aujourd'hui puisse découvrir sur Internet, s'il vous plaît, un président du Congo couché sur un banc et ayant sa tête posée sur l'une de ses valises pendant que l'autre est à ses pieds. Un chef d'État. Et la jeunesse cherche à comprendre. Voilà ce qui justifie donc la présence de Dieudonné Antoine Gonga sur ce plateau, ancien ministre et écrivain, pour qu'il nous dise qu'est-ce qui s'était passé. Les grandes questions que nous avons pu noter ici. La photo qui choque Patrice Mvezo. Comment se fait-il que un président de la République ou un président de République puisse comme ça se retrouver sur un banc comme un vulgaire va-nu-pied, un SDF sans domicile fixe? C'est ça la grande problématique. Nous aimerions savoir. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Nous l'avions déjà dit. Qu'est-ce qui avait fait aussi qu'un abbé se retrouva comme ça, chef de l'État, président de la République? Qu'est-ce qui avait causé sa chute? Et quel homme avait vraiment été le président Youlou? C'était quel homme, vraiment, pour qu'il se retrouve à la fin dans ces conditions? Et sinon, si le temps nous le permet, quel héritage aujourd'hui pour la jeunesse congolaise, pour la jeunesse africaine? Dieudonné Antoine Gonga, bonjour. Bonjour, M. Alexis. Et comme nous, vous connaissez très bien Amadou Hampâté-Bâ. Oui. L'écrivain africain, le très sage Amadou Hampâté-Bâ, qui dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle en Afrique. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Voilà pourquoi vous êtes là. Nous ne voulons pas attendre qu'un jour vous repartiez et que nous regrettions ici, nous aurions dû lui poser toutes nos questions. Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et quelqu'un avait dit, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Nous, sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous disons, l'ignorance est un danger que la jeunesse africaine doit éviter. Alors, Dieudonné Antoine Gonga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le sujet, il est brûlant, il est sensible, il est glissant, n'est-ce pas? Oui. Bon, glissant peut-être pas, il est sensible peut-être pas, mais c'est une histoire vraie, il faut en parler avec la vérité. C'est l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, parce que comme disait le cardinal Maloula, il ne faut jamais cracher sur la vérité. Je ne cracherai jamais sur la vérité. Je dirai ce que je pense en tant que citoyen congolais. Donc, je suis à votre disposition. Est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine a le droit de savoir la vérité? Mais évidemment, la jeunesse a le droit de savoir la vérité. Mais c'est à nous, vos aînés, de tout faire pour ne pas vous la refuser, cette vérité. Donc, nous devons être honnêtes intellectuellement pour vous dire exactement ce qui s'est passé. Parce qu'on attend, la tendance c'est qu'on déforme l'histoire de nos pays. Et chacun qui arrive veut tirer, comme on dit vulgairement, la couverture de son côté. De son côté. Et non, il faut dire les choses telles qu'elles se passent. S'il y a eu des erreurs, qu'on le dise. S'il y a eu aussi des qualités ou autre chose qui ont été faites en bien, il faut aussi le dire. Le professeur Théophile Obenga, mesdames et messieurs, c'était au Centre culturel Zola, disait donc à l'occasion du 5e anniversaire
de l'émission Convergence et Révolution culturelle. Nous étions le 25 mai 2022. Le professeur Théophile Obenga disait « Le problème des Africains, de l'homme noir, de l'homme africain, c'est l'oubli. Nous oublions souvent, nous oublions tout. Et c'est ça notre problème. » Dieudonné Antoine Gonga, on dirait que chez les autres, ils n'oublient rien, tout est archivé, tout est documenté pour la postérité. Non, vous savez, M. Alexis, c'est d'ailleurs un adage latin qui le dit, hein? Verba volante, c'est scripta manent, c'est-à-dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Exact. Bon, eux, ils ont eu des archives. Vous savez, aujourd'hui, si nous parlons de l'histoire de Cicéron, de l'histoire romaine ou grecque, ou de l'histoire des Grecs ou l'histoire des Gaulois, c'est parce que ça a été écrit. Aujourd'hui, vous trouverez un livre décrit par César qui s'intitule « La guerre des Gaules ». Mais nous, ça a été une tradition orale. On n'a jamais écrit. C'est pourquoi, parfois, il y a de l'oubli. Mais c'est aux anciens que nous sommes de répéter, de transmettre au fur et à mesure. Bon, maintenant, il y a l'écriture, il faut que nous écrivions. Voilà. Et là, le grand frère Théophile Obenga a raison. C'est l'oubli. Et heureusement pour la jeunesse, vous écrivez beaucoup. J'essaie d'écrire. Ah. Mesdames et messieurs, Adolphe Tiakaka, un écrivain, aura écrit ceci, que nous n'avons découvert que maintenant. Et on se demande même en quelle année ça avait été écrit. Mais ce qui est vrai, lorsque c'est dédicacé à Paris le 29 novembre 2009, ça veut dire que ça a été écrit bien avant, sinon en 2009. En cette année. En cette année 2009. Donc ça avait été écrit. Et ce n'est que, comme vous le constatez là, maintenant là, en 2025, que nous autres avocats défenseurs de l'Afrique, sinon la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, en parle. Ce livre de grande importance, l'abbé Fulbert Yulu, et c'est sous-titré « La mémoire oubliée du Congo-Brazzaville ». C'est de l'oubli dont parlait le professeur Théophile Obenga. Est-ce que, Dieudonné Antoine Gonga, vous pensez que l'abbé Fulbert Yulu, aujourd'hui, fait partie de la mémoire oubliée du Congo-Brazzaville? Oui, évidemment, il faut voir dans quelles circonstances il est parti du pouvoir et ce qui s'en est suivi. Et il a fallu la magnanimité du président Marian Ngouabi pour que son corps puisse descendre à Brazzaville. Ah, sinon, il serait grâce au président Marian Ngouabi. C'est grâce au président Marian Ngouabi. C'est lui qui a fait venir le corps du président Yulu pour dire ah non, attention, il a été président de la République. Malheureusement, certains troubadours, ceux qui enterraient le pays, étaient contre. Ah, il y en avait qui étaient contre à l'époque. Vous savez, c'était la grande époque. Qui avaient protesté énergiquement, il ne fallait pas que son corps retourne ici. Oui, c'était la période marxiste. Léninisme. La très grande période marxiste et léniniste. Et le président Marian Ngouabi, là, il faut dire, a fait preuve d'humanisme et de courage politique pour faire descendre le corps du président Fulbert Yulu ici, organiser des obsèques nationales, puisque la messe avait été dite à la cathédrale, et être enterré à Madibou, dans sa maison, la maison de l'abbé Fulbert Yulu. Et nous autres, mesdames et messieurs, en 2009, nous avions été à Madibou et nous avions vu de nos propres yeux où avait été enterré le président Fulbert Yulu. C'est une grâce, ça n'arrive pas à tout le monde. Et ce n'est pas tous les jeunes Congolais, sinon toute la jeunesse africaine qui pourrait dire aujourd'hui, nous aussi, nous y avions déjà été. Alors, comme a su le dire Adolphe Tiakaka, mesdames et messieurs, parler de l'abbé Fulbert Yulu au Congo, ou encore être son partisan, de 1963 à 1991, c'était être perçu comme un contre-révolutionnaire, une manière d'enlever toute possibilité aux Congolais de connaître effectivement les données réelles de leur histoire, en ne présentant que ce qui permettrait de justifier l'instant présent, sans se préoccuper même d'un devenir ou d'un avenir de cette société instituée par la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958. La conférence nationale devait permettre, poursuit Adolphe Tiakaka, de réouvrir l'histoire et de remettre en cause la problématique du pouvoir dans la mesure où elle semble être la confrontation des différentes ethnies à l'intérieur du Congo-Brazzaville. En fait, aux assises de la conférence nationale, la démarche de réhabiliter la figure du père
fondateur de la nation congolaise, n'a rien changé. Cette autobiographie est une tentative de livrer le plus objectivement possible aux générations présentes et à venir un autre regard sur le père de l'indépendance congolaise. Une saine compréhension de cette partie de l'histoire du Congo contribuera à répondre à bien des questions qui se posent aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec lui, Lieutenant-Antoine Ngonga? Je suis d'accord avec lui, M. Alexis. Très bien. Donc, nous n'avons pas Adolphe Tiakaka ici. Le président Fulbert Yulu, paix à son âme, ne peut plus parler. Les morts en Afrique sont vivants, sauf qu'ils ne peuvent plus parler. Alors donc, vous êtes sur le banc des accusés. Vous allez donc répondre à toutes nos questions, hein, en commençant par la toute première, lorsque nous disions, je retrouve mes notes, ou encore, avant même qu'on en arrive à cette question-là, pour vous, Lieutenant-Antoine Ngonga, oui, pour le témoin que vous êtes, quel homme était l'abbé Fulbert Yulu? Bon, l'abbé Fulbert Yulu, comme le dit bien son titre, était un prêtre. Il était prêtre et c'est l'un des premiers universitaires du Congo. Parce que les prêtres... Il n'était pas un culte? Non, puisqu'il a fait le grand séminaire. Donc le grand séminaire est une université. Et à l'époque, quand ils sont arrivés au pouvoir, comme universitaire, il y avait Nkrumah, il y avait Senghor, il y avait Kasavubu, qui est un ancien séminariste aussi, qui avait fait le grand séminaire. Bon, on peut le compter du bout des doigts. Hein. Donc, l'abbé Fulbert était un prêtre religieux, et après, qui s'est engagé dans la politique contre le gré de sa hiérarchie. C'est pourquoi sa hiérarchie l'avait suspendu. C'est-à-dire l'Église catholique. L'Église catholique, à Divinis. C'est-à-dire qu'il lui était interdit de célébrer les messes, sauf vraiment en cas de force majeure. Bon. Lui, entre-temps, il avait déjà commencé par être un peu l'enfant turbulent de l'Église, hein, puisque Monseigneur Bernard l'avait envoyé en punition, si vous me permettez l'expression, à Mindouli, auprès du Père Chauve. Le Père Chauve, un vieux missionnaire qui est venu dans les années au début du XXe siècle évangéliser le Congo. Il était là à Mindouli, et c'est là, à Mindouli, où le président Yulu, abbé à l'époque, a fait connaissance de Massamba Deba. D'Alphonse Massamba Deba, qui était instituteur. Parce qu'ils ont vécu à la même époque. Oui, il était instituteur. Ils se connaissaient. Il l'a connu, il l'a découvert là-bas. Il se connaissait certainement avant. Mais quand il est arrivé à Mindouli, le président Alphonse Massamba Deba, à l'époque instituteur de l'école laïque qui était là-bas, était directeur, et il lui a dit, écoute, mon frère Fulbert, ce Mundélé-là te fait tellement souffrir, viens prendre tous tes repas chez moi tout le temps à midi. Tu ne peux pas souffrir pendant que nous sommes là. Il y avait aussi à côté M. Gérard Nkumbu, qui était le directeur de l'école catholique. À l'époque, vous savez qu'il y avait l'école catholique. Et pour que les jeunes comprennent, de quel Mundélé il parlait? Le Mundélé, c'est-à-dire le Père Chauve qui l'avait accueilli là-bas. Et c'est là-bas où il allait prendre tous ses repas auprès du président Massamba Deba. Ils sont liés d'amitié. Et c'est au cours de cette amitié, de leur conversation, qu'est née l'idée de créer un parti qui s'appelait l'Union démocratique de défense des intérêts africains, l'UDEDIA. Donc c'est leur amitié, leur rencontre, leur causerie qui ouvre la porte de la politique au président, enfin, celui qui deviendra président, donc à l'abbé Fulbert Yulu. Très bien. Alors ça, on ne refuse pas, puisque le temps est contre nous, on aura les détails, on peut les avoir. Quelqu'un pourra acheter le livre, on pourrait se documenter et tout et tout. Maintenant, d'où vient-il qu'un abbé devienne comme ça là président de la République? C'était par quel miracle? C'était par quelle occasion? C'était par élection? En résumé, quel concours de circonstances avait fait qu'il devienne le premier président de la République du Congo? Et M. Alexis, vous savez que je ne parle pas du miracle. C'est pas parce qu'il était prêtre qu'il y a eu un miracle. Ah oui, mais parce que nous ne voyons que sa soutane, donc on ne pouvait pas penser que un prélat se retrouva comme ça là, président de la République. Quoique étant suspendu à Divinis, il est resté attaché à sa soutane. Il n'a jamais été défroqué. Il n'a jamais été défroqué. Défroqué, c'est quand on enlève la soutane. Il est resté avec sa soutane. Alors, le président Fulbert Yulu
quand il vient dans la scène politique, il commence par être candidat aux élections municipales. Ah. En 1956, il est maire de Brazzaville. Ah, maire de Brazzaville. Il est le premier maire africain ou bien noir de Brazzaville. Premier maire congolais de Brazzaville. Donc après les Blancs colonisateurs, il est le premier maire de Brazzaville. Il est le premier maire. Ah, ça les jeunes ne savaient pas. C'est lui qui a construit d'ailleurs l'hôtel de ville. Hein. Ah, où trône, en face duquel trône sa statue. Oui, oui. Ah. C'est pourquoi d'ailleurs les gens disent qu'on a mis sa statue devant cette mairie en hommage. Très bien. Hein? Donc c'est lui qui a commencé par être maire. Après, son mouvement, son parti a pris de l'ampleur et il a eu comme adversaire le MSA du président Opango et le PPC de l'honorable député Félix Tshikaya. Et donc pour l'histoire, pour la jeunesse, on dirait que le destin de Youlou est étroitement lié à celui d'Opango et de Tshikaya, vous dites? Oui, de Tshikaya, oui. Hein? Ils étaient ses adversaires politiques. Quand il y a eu les élections, par exemple, dans le temps, quand il y avait des élections, le président du Youlou n'était pas là dans les années 50, avant 56, il n'était que simple citoyen. Mais Tshikaya dominait la scène politique. Et il avait comme adversaire le président Opango. Mais après, quand Youlou est arrivé dans la scène, il est en sorte le troisième larron qui vient. Ah. Alors, lui, très subtil, il s'appuie sur beaucoup de choses. Il s'appuie tout d'abord sur sa région. Parce qu'il est censé incarner Mathieu André. Ah. Mathieu André. Donc, c'est peut-être le Messie. Ah, donc quand Youlou, au moment à cette période où vous parlez là, Mathieu André n'est plus en vie. Mais il est mort dans les années 42. Ah. Il est mort à Matouagnac, ses adeptes. Ah, il y a ses adeptes, oui. Les matouanistes. Oui, ah. Mais les gens dans le pool voient lui l'incarner. Ah oui, 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 comme le retour de Machoua. Oui, puisque la légende dit que c'est en allant aux chutes de l'Ofulakari où on lui a montré l'emblème de son parti qui est le Caïman. Ah, ah, ah. Donc il y avait du messianisme dans son histoire, dans son parcours. Tu sais, on peut dire ça. On peut dire ça parce que il faut pas de façon péjorative, oui, mais non, on peut le dire qu'il y avait un brin de... Il était quand même prêtre, il était censé avoir beaucoup de... En plus, il tenait à sa soutane, il n'a jamais été... Il n'a jamais tombé sa soutane. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison, devenu président de la République, au lieu de se mettre en costume cravate, il a gardé sa soutane comme ça? Parce qu'il se disait toujours prêtre, selon l'ordre de Melchisedec. Ah. Donc, in internam amen. Ad vitam aeternam, s'il vous plaît. D'accord, bon, nous sautons des détails. Oui. Nous sautons des détails parce que pour parler de ce grand homme, parce que nous les jeunes, nous pensons que c'est un grand homme, parce qu'on ne devient pas premier président de la République du Congo par hasard. C'est un grand homme. Il est grand homme, oui ou non? C'est un grand homme. Ah, d'accord. Moi, je pense que quand on arrive... Un grand homme, mais vous avez caché son histoire, vous avez marché sur son histoire, vous n'avez pas voulu nous en parler. Il a fallu que nous vous interpellions pour que vous ne parliez aujourd'hui de lui. Mais monsieur Alexis, des décennies après sa mort. Monsieur Alexis, vous m'avez interpellé parce que vous me connaissez. Ah. Mais les autres, vous ne les avez pas interpellés. Est-ce qu'ils viendraient? Mais nous ne le connaissons pas. Et peut-être qu'ils viendraient pas. Tant mieux, Dieu soit loué, vous me connaissez. Heureusement. Bon. Heureusement que nous en connaissions au moins un. Oui. De tous ces bandits de grand chemin. Je vais dire non. Ce ne sont pas des bandits de grand chemin. Ce sont des gens... Non, vous y compris. Mais, tant mieux. Mais puisque vous avez occulté l'histoire. Les gens agissent par malhonnêteté intellectuelle. Ah. Le président Youlou, après les élections municipales, il y a des élections parce qu'il y a le référendum pour être membre de la communauté. Et ah oui. Pendant ce temps, c'est le président Opango qui est le Premier ministre. Ah. Il faut voir cet Le professeur Théophile Obenga nous l'avait dit. Et oui, il est Premier ministre. Youlou est ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Jacques Opango. Mais le président Youlou en profite quand il va faire ça, parce que lui, quand il était ministre de l'Agriculture, il ne restait pas dans son bureau. Il a fait ses tournées comme un bon prêtre qui aimait faire le ministère par-ci par-là. Il a découvert la misère du peuple. D'ailleurs,
quand il va faire venir le professeur Pascal Lissouba et Paul Nkaya pour leur demander de concevoir le plan intérimaire, il leur dit, mes enfants, avant tout, faites un peu un tour à l'intérieur. Vous comprendrez les causes fondamentales. Parce que Pascal Lissouba, Paul Nkaya, à l'époque, ils sont devant lui comme des enfants. Et il dit, mes enfants, oui. Ce sont des jeunes cadres. Des jeunes cadres. Et Massamba Deba est ministre du plan. Il leur confie justement la conception du plan intérimaire. Je pourrais en parler tout à l'heure. Et nous brûlons d'abord les étapes parce que nous avons besoin de comprendre. Nous essayons de vous tirer là où nous voulons. Donc il devient président. Mais il faut que vous sachiez comment il est devenu président. Dites-nous. Parce que ça a été un grand problème. Oui, dites-nous. Résumez la situation pour que tout le monde comprenne. Dites aux Congolais qui vous suivent là. Je vous ai dit que tout à l'heure, c'était le président Opango qui était le Premier ministre. Qui automatiquement devait normalement être président. Comme Léomba l'a été au Gabon. Mais pourquoi vous avez tordu ce qui était normal? Comme Boganda a été en Centrafrique. Voilà. Mais non. Qui avait tordu ce qui était qui avait tordu le coup de la norme, Non, quand il s'est agi de lire justement la nouvelle Assemblée législative, un député qui s'appelait Yambo. Yambo, nous avons entendu ce nom-là. Le député Yambo a tourné le dos au MSA. A fait défection et puis... Il a rejoint l'UDDA. Et la balance s'est penchée maintenant de l'autre côté. Donc ils avaient une voix de plus. Imagine. Les gars, les militants du MSA et du PPC, au lieu de rester dans la salle, sont sortis. Ils sont sortis. Ils ont préféré appliquer... Ils étaient fâchés certainement. Oui, fâchés. Ils ont préféré appliquer la politique de la chaise vide. Mais le président de l'Assemblée était un gars de l'UDDA, Christian Gel, un Mundélé, qui était député de Kinkala. Voyez. Un Mundélé, un blanc député de Kinkala. On vient de loin. Mais oui, député de Kinkala. Mais en ce temps-là, il était député de Kinkala. Il était député de Kinkala. Donc, MSA, et eux, ils sortent. Et puis le blanc reste là avec... Il dit le quorum est atteint. OK, on vote toutes les lois. C'est comme ça que les lois ont été votées et que le président Youlou est devenu Premier ministre. Il est devenu Premier ministre. Premier ministre. Parce qu'il deviendra président seulement en 1960. Mais quand il devient Premier ministre, qui est le président? Mais non, c'est la communauté à l'époque. C'est la communauté, donc c'est la France qui est... Il est seulement Premier ministre. Il est Premier ministre. On n'est pas encore indépendant. On n'est pas encore une république? Non. Il est Premier ministre. La république ne viendra qu'en 58. Justement, c'est à ce moment-là que le moyen Congo deviendra la République du Congo. Dieudonné Antoine Ngonga, nous vous ferons revenir pour que vous parliez maintenant dans les détails. Dans la deuxième partie de cette émission, vous parlerez librement et nous poserons les questions après. Mais là, au moment où nous parlons, là, les jeunes veulent comprendre. Il est devenu président, quelles que soient les circonstances. Voilà, quelqu'un a dû trahir et puis s'est retrouvé là-bas. Et puis il y a eu, voilà, de fil en aiguille, il devient président. Et puis où est le problème? Qu'est-ce qui cause sa chute après? Non, il devient président, mais c'est que cette élection a engendré des émeutes au niveau du pays. Et là nous sommes en 59. Oui, entre les militants du MSA et les militants de l'UDDA. Oui, on nous a toujours dit entre les Congo et les Mboshi. Vous ici, vous dites que ce n'était pas les Congo et les Mboshi. Non, c'est une déformation. C'est une malhonnêteté intellectuelle de dire que c'était une guerre entre les Mboshi et le Congo. Les parents du Nord, les parents du Sud disent tous à leurs enfants que c'était la guerre Youlou Opango, les Congo contre les Mboshi. Il n'y a que Dieudonné Antoine Ngonga qui dit faux. C'est certains parents malhonnêtes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez très bien, à Mungali, à Potopoto, beaucoup de militants UDDA ont eu des maisons cassées. Il y a eu des militants MSA qui ont eu des maisons cassées, comme Kanoukounou, qu'on appelait de Moulayi. Abba Congo, André Bikoumou a eu sa maison cassée. Tous ces biens détruits. Parce qu'ils étaient adeptes de Pango. Très bien. Donc il y a eu cette tension-là. Et puis, qu'est-ce qui cause? Quelle est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Pour qu'ils perdent le pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État? Il y a eu un voyou qui s'est levé, qui a renversé le fauteuil présidentiel, il s'est assis là-dessus? Oui, comment il perd le pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? En 63. Mais c'est vous qui nous rappelez que c'est en 63, nous ne sommes même pas nés. Non, quand le président perd le pouvoir en 63, parce que 4 ans après, peut-être 3 ans, en 1960, mais c'était une manifestation des syndicalistes. Attendez, donc le Congo devient république en 58
et le Congo devient indépendant en 60, et à ce moment-là, il devient président de la République. Oui, il est devenu président. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il chute? C'est ça ce que nous aimerions savoir. En 3 ans, tout d'abord, le président Yulu, de concert avec le président Opango, ont vu que le multipartisme engendrait des tensions, le tribalisme à haute tension. Donc, on imagine que les partis de l'époque étaient des partis ethniques tribalistes. Oh, pas tellement. Non, pas tellement. D'accord, bon, ils ont vu que... Ils ont dit non. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on ait un parti unique comme en Côte d'Ivoire avec le président Houphouët-Boigny. Et ils ont discuté avec des syndicalistes, beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est le ministre Apollinaire Bazinga, qui était ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, qui viendra annoncer que bientôt on va fonder ou créer un parti unique. Donc quitter le multipartisme pour le monopartisme. Oui. Mais alors, les syndicalistes d'un côté n'étaient pas pour. Il y en a qui avaient protesté, qui n'avaient pas aimé ça. Qui avaient commencé à protester. Et puis, on reprochait à certains de ces ministres de mener une vie très extravagante. Le ministre Nzala Kanda de l'Intérieur, par exemple, on lui reprochait son modus vivendi. Mais, au vu de tout cela, les gens ont voulu qu'il change de gouvernement. Yulu a dit niet. Pour le moment, faisons ce qu'il faut, attendons. Et il y a eu l'église aussi qui s'est liguée contre le président Yulu. L'église? Monseigneur Bernard. Autrement dit, l'église catholique. Monseigneur Bernard. Pas les églises de réveil, il n'y en avait pas, encore. Non. Monseigneur Bernard, qui était archevêque de Brazzaville, qui fut son professeur de théologie au grand séminaire au Cameroun. Donc, le Monseigneur passe par le syndicat chrétien, lequel syndicat chrétien s'allie au syndicat dit-on marxiste de gauche, dirigé par Aimé Machika et Boukambo Julien. Et ils ont créé ce qu'on appelle la fusion des syndicats et qui ont tout fait pour justement soutenir ce mouvement, qui ont lancé ce mouvement contre Yulu. Yulu a tout volé, il faut qu'il parte, qu'il fasse ceci. Donc nous autres, quand nous sommes à l'école primaire, nous entendons, on nous sort des salles de classe. Nous autres, Convergence et Révolution culturelle, donc Alexis Bongo, nous étions à Pointe-Noire, l'école Saint-Pierre, à côté de l'église catholique, justement. Et donc, on nous sort de là, Rond-Paul Lumumba. Alors, Yombi a tout volé, évidemment, nous étions à l'école primaire. Donc, c'est pas la première fois qu'on chantait dans notre pays, quelqu'un a tout volé. Donc, on avait chanté pour Yulu aussi. Oui, on avait chanté, c'est à cause de lui. Le tout premier pour qui on avait chanté, c'était Yulu. Mais à ce point, si vous permettez, si vous avez le temps. Oui, on va essayer, parce que de toute façon, il y aura une deuxième partie. Et peut-être une troisième partie. Je vais vous citer ce que mon ami Lekas Momonjo, vous connaissez Atondi. Atondi. Il a écrit en novembre 2017, donc il y a 8 ans aujourd'hui, 7 ans quoi, dans le numéro de la Semaine africaine numéro 3741 du 10 novembre 2017. Atondi écrit ceci, je cite, permettez-moi de dire. On parla longtemps de la fortune de l'abbé, mais sa fortune vint de sa collaboration et de la générosité du sécessionniste Moïse Tshombe du Katanga. Brazzaville fut sous Yulu le grand appui de Tshombe en Afrique centrale. Moïse Tshombe, ayant frappé sa propre monnaie, refila à Yulu tous les francs congolais forte monnaie. C'est Azoumé qui ramena des mannes pleines de billets du Katanga. Azoumé était l'un des conseillers du président Yulu. L'abbé s'employa à les changer en francs belges, puis en francs CFA. Le slogan « Yulu a tout volé » ne refléta pas la vérité. Un fonctionnaire du Trésor chargé dans une commission d'instruire le dossier Yulu sur le détournement de fonds publics m'assura que Yulu ne touchait point à l'argent public. Fin de citation. Super. Ça nous permet à nous autres, la jeunesse, de réhabiliter sa mémoire. Oui, et d'ailleurs, la conférence nationale souveraine l'avait fait. Je voudrais vous citer un exemple. Je voudrais dire aussi une chose. C'est que grâce à cet argent, le président Yulu, s'il avait été voleur, il aurait pu acheter
des villas en Europe, évidemment, construit des maisons ici, par-ci, par-là. Évidemment. Avec cet argent, M. Alexis, je mets tout le monde au défi. Il a construit la maison, l'hôtel de ville de Brazzaville. Il a construit les mairies de Wenze, de Mungali, de Makelekele et de Bakongo. Il a acheté la résidence de notre ambassadeur en France à Vaucresson à Paris. Il a acheté l'ambassade du Congo de la rue Schaeffer. Il a acheté notre ambassade à Bruxelles. C'est authentique, c'est vérifiable. Mais on peut vérifier, je les mets. Tout le monde le sait, en fait. Tous ceux de cette mais moi, je vous le dis, oui. il a acheté la résidence de notre ambassadeur à New York, une grande résidence, un château presque. Le monde entier nous suit. Mais oui, non, je vous dis la vérité, moi je mets au défi quiconque. Il a acheté notre ambassade à Washington. On ne nous a jamais dit ça. Mais je vous le dis. Voilà pourquoi la jeunesse doute. Il a acheté la maison des étudiants à Paris, dans la rue Broca, qu'on appelait la Mecque. Ah, nous avons entendu parler de la Mecque. Après, sous le président Ngouabi, on va changer de bâtiment, on a acheté ça. Mais il y a eu la Mecque. Il a acheté aussi, tenez-vous tranquille, il a acheté des appartements dans la rue Bosengo pour les stagiaires qui allaient en formation en Europe. C'est là où nos stagiaires allaient vivre pendant que les ASM Kangri ont vécu, par exemple. Ah, on a entendu ce nom-là. Oui, c'était le président de la Cour suprême. Ah, un grand juriste. Un grand spécialiste du droit civil, d'ailleurs. Ah. Il y a vécu avec d'autres stagiaires. Et le président Yulou ne voulait pas que nous soyons des locataires à l'étranger. Visiblement. Et avec cet argent, ce qu'il a fait, il a construit le nouveau commissariat de Brazzaville qui a été maintenant pris par les militaires. Ils ont fait l'état-major ou quoi. Vous savez, il y avait à côté la clinique Gros-Perrin et puis cette route a été barrée. Hein, c'est là où il y a l'état-major, effectivement. Hein, il avait construit tout cela. Donc, c'est authentique. Mais c'est authentique. Vérifiable. Très vérifiable. Moi, on peut aller faire le reportage, vous indiquer les lieux, que les gens me contredisent. Lieutenant Antoine Gonga, vous nous faites du bien en nous disant toutes ces choses-là. Maintenant, venons-en pardon, à sa chute. Ça s'est passé comment ce jour fatidique? Qu'est-ce qui s'était passé? La pression, les coups bas, les pots de banane, les manigances, tout ça, un jour, d'ailleurs que nous ne connaissons même pas la date exacte, hein, la jeunesse, ça s'est passé si on faisait question pour un champion. Ça s'est passé en 3 jours. Les 13, 14, 15 août. 15 août. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, et le 15 août, c'est le jour où il a démissionné. Et les 13, 14, 15 août, c'est ça les 3 glorieuses. Oui, 13, 14, 15 août. Mais nous, on a entendu scander les 3 glorieuses et tout ça, mais nous les jeunes, on n'a jamais compris. En sorte, on a calqué les 3 glorieuses de la Révolution française. Ah, donc c'est appelé 3 glorieuses en rapport avec la Révolution française. Oui. Et nous, on a mis les 13, 14, 15 août. Et le problème des jeunes, c'est qu'ils ne se sont pas posé des questions. Moi-même, quand j'étais tout jeune, je ne me suis jamais demandé pourquoi on disait 3 glorieuses. Et il y a même un CG à Pointe-Noire, les 3 glorieuses. Oui, il y a beaucoup de CG, il y a beaucoup de noms. Et le président Yulou a démissionné le 15 août. Mais donc le 3 glorieux et les 3, 13, 14, 15 août. 13, 14, il a négocié. C'était quoi? Il a négocié. Des marches, des soulèvements, des syndicalistes, des grèves. Il a essayé de négocier. Il a négocié, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il démissionne? Il a démissionné le 15 août. Il a démissionné. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu coup d'État en renverse? Non. Il a téléphoné au général de Gaulle pour vous dire comment ils étaient tous inféodés. Parce qu'on dépendait encore de... Tout ça, mais on était président membre de la communauté franco-africaine. Monsieur le Président... On n'avait pas visiblement coupé le cordon ombilical. Non. On n'avait pas coupé. Donc il téléphone à De Gaulle? Je démissionne, mon général. Ça, c'est authentique. Devant Mounsaka et Moussabakani qui est encore vivant. Vous nous faites mal, le Dieu de Antoine Gonga. Je vous fais mal en quoi? En vous disant la vérité? Non, un président, un chef d'État chez nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes et il est obligé d'appeler là-bas pour dire « je démissionne ». Non, il les informe. Je démissionne, mais soyez surpris, ne soyez pas surpris si le Congo bascule après dans les mains des communistes. Parce qu'il était foncièrement anticommuniste. Anticommuniste. Vraiment anticommuniste. Ils étaient anticommunistes jusqu'au bout des ongles. Hein. Il était très anticommuniste. Ce détail-là, nous ne savions pas. Il était très anticommuniste. Il dit dans ne soyez pas surpris que ça bascule aux mains des communistes. Oui.
Et puis, quand il a appris, quand le président lui a appris qu'il y avait déjà 3 morts devant la maison d'arrêt. Les martyrs. Oui, la maison d'arrêt de Brazzaville. C'est ça qu'on appelle les 3 martyrs. Les 3 martyrs. Et la jeunesse se balade sur l'avenue des 3 martyrs sans savoir c'était qui est qui et puis ce qui s'était passé à quelle occasion. Tout ça c'est à cause de vous. Vous occultez tout. Vous ne nous dites rien. Vous débaptisez les ruelles et tous des édifices et puis tout le monde dit avenue des 3 martyrs mais sans rien savoir. Le président lui a dit je ne veux plus que le sang coule. Ah, quand il a entendu qu'il y en avait déjà 3 qui étaient tombés. Je ne veux plus que le sang coule. Ah. Heureusement d'ailleurs. Il a dit non, je ne veux pas, je m'en vais, je me retire. Et alors, il démissionne. Il démissionne. Mais entre-temps, les gens, ce qu'on ne disent pas, parce qu'on oublie souvent ce détail, vous savez que le président Yulu, quand il arrive, il n'y a pas de séjour au Congo. Ah, que d'école primaire. L'école primaire, que vous soyez à Ouesso, à Kakamweka, à Liranga, à Boko, etc., quand vous faisiez le concours dans le 36e, c'était pour aller soit au lycée, soit au lycée Savona de Brazza, au lycée Augagneur, à Pointe-Noire, à l'école normale supérieure de Dolizy, et puis le collège Chamila, je ne sais pas si j'en ai parlé, c'est tout. Donc les gens venaient ici, et ils étaient logés à l'internat. C'est pas qu'il y avait beaucoup d'internats à l'époque, dans les collèges. C'est lui qui va dire à son ministre, vous savez qui était son ministre? Ah non, je ne peux pas savoir. Prosper Gandjan. Vous ne nous dites jamais rien. Ce n'est qu'aujourd'hui que vous parlez. Prosper Gandjan. Ce nom-là, on a entendu quand même. Qui a été un grand ministre de l'Éducation nationale. Un grand ministre de l'Éducation nationale. Et vous savez qui était son directeur de cabinet? Non du tout. Alphonse Massamba Deba. Donc, ils ont conçu justement cette politique de créer de construire des CG dans les districts pour que les gens fassent le premier cycle secondaire là où vous étiez et qu'ils viennent seulement achever le second cycle secondaire ici à Brazzaville. Super. Ça, les gens Une idée lumineuse. Mais ça, les gens ne veulent pas le dire. Ah, c'est grâce à lui que nous avons les CG. Mais pourquoi les gens ne veulent pas le dire? Je ne sais pas. Mais c'est votre génération, Dieu de Antoine Ganga. Toujours votre génération, votre génération. Nous étions avec le professeur Théophile Obenga quand il disait il y en a qu'on ne veut pas qu'on parle de Massamba Deba, de Fulbert Yulu, alors que c'est l'histoire de notre pays. C'est l'histoire. Et que nous avons l'obligation de la transmettre aux générations futures, à nos enfants qui transmettront à nos petits-enfants. C'est le professeur Théophile Obenga qui parle. Oui. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Oui, je suis d'accord, mais c'est mon aîné. Tu sais, vous savez, il est ancien séminariste comme moi. Et nous sommes très solidaires. Hein. Mais donc, finalement, le séminaire, ça a créé, ça a façonné tous les cadres du pays. Quelques cadres du pays, oui. Ah, on passait, normalement, on passait par là pour... Non, nous, on avait la vocation... C'était un passage obligé? Non. Ah, il y en avait qui ressentaient cette vocation. Oui, oui. Ce n'est qu'après, au fur et à mesure que le curé... Mais Dieu de Antoine Ganga, vous avez été au séminaire. Vous n'avez pas fini prêtre. Je n'ai pas connu les lycées ou quoi. J'ai fait mes études au séminaire. Mais vous n'avez pas porté de soutane? Non, je n'étais pas arrivé au séminaire. Vous n'avez pas cette vocation-là? Non, j'avais la vocation. Mais mes supérieurs avaient estimé que je partais. De me faire sortir. Bon, heureusement d'ailleurs, sinon vous ne seriez pas devenu peut-être le ministre que nous connaissons, l'écrivain, tout ça. Vous savez, Dieu a ses voies impénétrables. Moi, je le dis toujours, peut-être Dieu le Père, c'est pour ne pas être prêtre. Est-ce que si j'étais arrivé au sacerdoce, je serais un bon prêtre, vous pensez? Dieu seul sait. Bon, merci, vous avez compris. Bon, papa, nous revenons. Oui. On sait qu'il y a des choses et d'autres à dire. Oui. Et même les téléspectateurs aimeraient bien qu'on aille pas à pas. Voilà pourquoi nous leur promotons ceci. Oui. Vous reviendrez dans la deuxième partie de cette émission où vous aurez à exposer en long et en large durant une trentaine de minutes avant que nous nous posions nos questions. Comme ça, vous allez fixer les esprits sur les détails, sur les non-dits, sur les choses de grande importance, sur ce qu'on devrait retenir. Et là, nous appellerons cette partie l'héritage de Fulbert Yulu. Mais dites-nous, il dit « je démissionne ». Donc, il démissionne. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment il démissionne? Il démissionne. La démission est remise au colonel Monsaka. Le colonel Monsaka, nous entendons ce nom-là. Le colonel Mouzavrini pourra le confirmer. Et après, on met Massamba Deba comme Premier ministre. Ah, d'accord. Maintenant, la grande question, c'est pas pour rien que nous emmenons dans ce coin-là. Il démissionne. Alors, on aurait dû l'entourer
des égards dus à un ancien chef d'État. Il vient de démissionner, il vient d'éviter que le sang coulât encore beaucoup plus. Donc on aurait dû l'entourer de toute la sécurité nécessaire. Mais pourquoi il se retrouve en exil? Non, avant d'aller en exil, il était gardé à vue à la Villa Tchad. La Villa Tchad, tout d'abord, c'est... Non, au camp 15 août. Camp 15 août, qui était le camp Tchad à l'époque. Et après, on lui a donné une villa, la Villa Tchad, à côté de la présidence. C'est là où il était, d'où il s'est évadé d'ailleurs. Mais gardé à vue pour quelle raison? Mais il n'est plus au pouvoir, on l'a enlevé, on craint que l'île rebondisse d'une manière qu'il vienne renverser le président Bassamba Deva par mesure de prudence, garde à vue. Oui, ensuite, Villa Tchad, que nous ne connaissons pas d'ailleurs. C'est derrière le Cefrad. Hein. D'accord, et donc il est là-bas, et puis comment il se retrouve en France matériellement. Oui. Et quand il est arrêté, le président Opango, je l'ai déjà dit ici, il n'est pas ici, il est en mission, il y rentre. Il va se considérer prisonnier. Il dit, j'ai travaillé avec Fulbert, je suis responsable de ce qu'il a fait. Opango l'a dit, des grands hommes. Hein. Donc au lieu de d'étaler, de battre en retraite, il vient se livrer. Pourtant, le lui avait proposé, il est venu se livrer. Il a rejoint le président Youlou au camp Tchad. Authentique. C'est authentique, moi je suis prêt à débattre avec les gens qui... Donc il le rejoint là-bas? Il le rejoint. Et après, il y a eu les élections, plutôt les jugements par le tribunal populaire, et Youlou déjà avait pu s'évader. Donc il s'était évadé. Oui. Un détail de grande importance. Oui. Donc il s'était évadé. Ça, vous nous aviez caché ça, hein, Antoine. Mais il s'est évadé, il s'est trouvé à Kinshasa chez son ami Tchombe. Oui, mais vous n'aviez jamais rien dit. C'est aujourd'hui seulement que vous parlez. On le dit peut-être parce que vous n'avez pas suivi, M. Alexis. Non, un président qui se retrouve en France, dans ces conditions, il nous reste 2 minutes pour cette première partie. Il se retrouve dans cette condition-là et nous n'avions pas su, nous n'avions pas compris qu'il s'était d'abord évadé. Il était en garde à vue, non. Nous avions pensé qu'après, il démissionne et puis on le laisse tranquille. Et puis non, il n'était jamais tranquille. Il n'était pas tranquille. Donc il est obligé de s'évader. Donc il fait la RDC. Donc, mais le président Yombi ne peut pas plus loin que nous. Il est resté combien de temps en résidence privée? Mais nous étions des gamins, c'est au moins 11 ans. Au moins 11 ans. Ah oui. Parce que si on a tendance à ne pas respecter les anciens. Les anciens doivent être respectés. Les anciens serviteurs de l'État, on les néglige. D'accord. Alors, lieutenant Antoine Gonga, au moment où nous chutons, donc il fait la RDC, peut-être que c'était le Congo Léopold. Donc, et puis là-bas, vous nous expliquerez dans la deuxième partie de cette émission, lorsque vous entrerez dans les détails. Et un jour, il débarque en France. Donc, on ne comprend pas. Il aurait pu rester en RDC. Non, il est parti. Au Congo Léopoldville. Bon, du Congo Léopoldville, il est allé en France. Mais pour quelle raison? Bon, ça, je ne saurais pas vous répondre. Là, au moins, il s'est mis en sécurité à des kilomètres. Parce que Kinshasa, Brazzaville, Zalimbo, Kamoko. Même à la nage, quelqu'un peut arriver et lui faire mal. Donc, il atterrit là-bas. Mais pourquoi diantre diable, De Gaulle ne le reçoit pas à la maison, c'est ça, justement, tranquillement. Le hic. Il ne le reçoit pas. Le président Youlou ne jurait que par De Gaulle. Malheureusement, quand il se trouve en France, au Bourget, De Gaulle ne le reçoit pas. La France refuse de le recevoir. Catégoriquement. Il a passé la nuit au Bourget. Mais c'est la photo qui choque Patrice Louvoiseau. Mais c'est incroyable, mais vrai. Dieu de Antoine Gonga. Et le président, finalement, il a eu l'exil en Espagne. Oui, avant qu'on en arrive à l'Espagne, Patrice Louvoiseau, nous aimerions bien que toute la jeunesse africaine puisse comme ça revoir cette photo-là. L'homme qui est couché là, sur ce banc, c'est pas un va-nu-pied, c'est pas n'importe qui, c'est le premier président de la République du Congo. Et de surcroît, un abbé. Un abbé, c'est vrai, qu'il soit prêtre. Donc, quelle lecture vous faites de cette photo-là, Dieu de Antoine? Moi, il m'a fait pitié. C'est joyeux ou bien c'est triste? C'est triste. C'est profondément triste. C'est triste. Ça fait très mal. Et même jusqu'aujourd'hui, ça fait très mal. Très mal, c'est vrai. Alors, Dieu de Antoine Gonga, 1 minute pour conclure la première partie de cette émission, parce que nous aurons la deuxième partie. Alors, chers téléspectateurs, chers panafricanistes, jeunesse africaine, à ce moment-là, Dieu de Antoine Gonga, notre papa, aura le temps de donner les détails. Donc, nous serons dans l'héritage de Fulbert Youlou. Mais ce que nous l'avons poussé jusqu'au fond, pour qu'on arrive là où le président se retrouve là. Et finalement, l'Espagne a pitié de lui. C'est en Espagne qu'il s'en va mourir. Et on nous a dit ici, c'est grâce au président Marien Ngouabi que nous avons son corps ici. Oui, alors, en guise de conclusion, dans cette première partie, que pouvez-vous dire aux téléspectateurs? Que voulez-vous que je vous dise?
Je voudrais dire aux téléspectateurs que dans notre pays, il faut qu'il y ait la culture de respecter nos aînés, nos anciens, surtout ceux qui ont servi la République. Il est parfois malheureux de voir des anciens grands commis d'État qui ont servi l'État avec loyauté, comme disait le président de Souba, marcher à pied avec des chaussures éculées, abandonnés à eux-mêmes. Mais quand ils meurent, oh là là, ce sont des oraisons funèbres à la bossuie. Hein. Ne dites pas ça. Oh là là, on l'amène au palais de congrès, parce qu'il a été ministre de la République et tout. Ou bien il a été ceci. Non, c'est triste, je vous dis. Très bien. On ne respecte pas. On ne respecte pas. Et donc, Lieutenant Antoine Bonga, ce n'est que partie remise. La deuxième partie, elle sera encore beaucoup plus palpitante que ça. C'était donc l'étrange destin du président Fulbert Youlou, comme pour paraphraser le grand sage Amadou Hampâté-Bâ avec l'étrange destin de Vangrin. C'est ça la grande problématique. Et nous reviendrons dans la deuxième partie de cette émission pour décortiquer encore plus en profondeur l'homme. Quel était-il? Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui aujourd'hui qui pourrait servir à la jeunesse africaine, sinon à notre pays, le Congo, pour que nous ne puissions plus revivre ces choses-là. Comme disait le professeur Théophile Obenga, le mal, comprenez notre émotion, le mal des Africains que nous sommes, c'est l'oubli. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.